René Guénon, Psychologie, chapitre 17, les signes et le langage. D'une manière générale, on entend par signe toute image sensible ou purement mentale, qui est liée soit naturellement, soit en vertu d'une convention plus ou moins expresse, à une idée ou à une chose ne tombant pas sous le sens. L'étude des signes, au point de vue psychologique, se rattache donc assez intimement à celle de l'association et de l'imagination. Les faits psychologiques tendent généralement à s'exprimer extérieurement par des faits corporels, qui en sont comme une traduction sensible. Ces faits corporels peuvent donc être interprétés comme signes des faits psychologiques auxquels ils correspondent. On dit habituellement que ces signes sont de deux sortes, naturels et artificiels. Les signes naturels sont surtout l'expression extérieure des états affectifs. Les signes artificiels ou conventionnels se rattachent plutôt aux opérations d'ordre intellectuel. Si nous pouvons accepter cette distinction dans une certaine mesure, il ne faudrait cependant pas en exagérer l'importance, car premièrement, les signes naturels eux-mêmes ne peuvent pas être compris indépendamment de toute expérience, et un signe qui a commencé par être purement naturel peut ensuite se modifier et acquérir un caractère plus ou moins conventionnel. Deuxièmement, les signes qu'on regarde comme artificiels n'en doivent pas moins avoir un fondement naturel, car il n'y a aucune convention qui soit entièrement arbitraire. Il est bien évident qu'on ne ferait jamais une convention quelconque si on n'avait aucune raison pour la faire, et pour faire telle convention déterminée plutôt qu'une autre. Nous ne pouvons pas concevoir le langage, comme Berkeley, comme un ensemble de signes purement arbitraires, ni dire, comme le faisait Reid, que le rapport du signe à la chose signifiée est un rapport fortuit, ce qui supposerait un hasard. Il résulte de tout ceci que la différenciation des signes naturels et des signes artificiels n'est qu'une différence de degré et non de nature. Par conséquent, des uns aux autres, la transition peut être insensible. On entend par langage un ensemble de signes plus ou moins artificiels ou conventionnels, dont les hommes se servent pour la communication des faits psychologiques. On doit distinguer le langage oral et le langage écrit, qui est en quelque sorte une fixation de la parole. Il faut joindre au langage oral le langage des gestes et des attitudes, qui en est un accompagnement important et qui peut même quelquefois le remplacer, comme par exemple chez les sourds-muets. Ce langage des gestes peut être simplement mimique et il exprime alors des actions ou des sentiments, ou il peut être proprement symbolique et exprimer des idées comme le font les autres modes de langage. La parole se compose de sons articulés ayant un sens défini et qui sont ce qu'on appelle les mots. Les différentes formes de la parole, c'est-à-dire les langages, peuvent se ramener à trois types principaux. Les langages monosyllabiques, dont chaque syllabe exprime une idée, les diverses combinaisons et modifications des idées s'exprimant par l'ordre dans lequel les mots se juxtaposent. Les langues agglutinantes, composées de racines dont les unes expriment les idées principales, les autres les idées accessoires, ces dernières s'ajoutant à chacune des premières pour exprimer les modifications de l'idée principale correspondante par une ou plusieurs idées accessoires. Les langues flexionnelles, composées de mots dont chacun exprime une idée principale, modifiée par une idée accessoire, la terminaison du mot qui correspond ici à l'idée accessoire, variant pour représenter les diverses modifications dont l'idée principale est susceptible. Il existe des langues appartenant à chacun de ces trois types, mais pour ce qui est de la théorie d'après laquelle ces mêmes types correspondraient à autant de phases par lesquelles une même langue pourrait passer successivement au cours de son développement, il ne faut y voir qu'une hypothèse toute gratuite qu'aucun fait historique ne justifie, et qui est même contredite par toutes les constatations que nous pouvons faire sur les langues qui nous sont connues. L'écriture est d'abord symbolique ou idéographique. Chaque caractère représente alors directement la chose ou l'idée qu'il doit exprimer. Le seul défaut de ce mode d'écriture est sa grande complication, car il lui faut un signe distinct pour correspondre à chaque mot de la langue parlée. C'est surtout le besoin de simplification qui a dû amener d'une façon générale la transformation de l'écriture idéographique en écriture phonétique.
Chaque caractère ne représente alors qu'un son du langage parlé. L'écriture phonétique peut être syllabique ou alphabétique. Remarquons d'ailleurs à propos de ce dernier mode d'écriture qu'il y a quelque chose d'artificiel dans la décomposition d'une syllabe en éléments plus simples, car la syllabe, étant une articulation qui se prononce d'une seule émission de voix, est en réalité un élément indécomposable du langage. Nous n'aborderons pas ici la question de l'origine du langage qui ne relève aucunement de la psychologie. Nous signalerons seulement en passant l'insuffisance des théories d'après lesquelles le langage aurait commencé par l'interjection ou l'onomatopée. L'interjection n'est susceptible d'aucun développement. Il serait impossible d'en faire sortir les autres espèces de mots. Quant à l'onomatopée et à l'harmonie imitative, si elles ont pu fournir un certain nombre de mots dans toutes les langues, les cas où elles sont possibles ne forment qu'un ensemble extrêmement restreint. Le seul point de vue où l'on puisse valablement se placer pour envisager le développement du langage et en indiquer les lois générales est un point de vue beaucoup plus logique qu'historique. En l'envisageant de cette façon, il n'y a pas lieu d'y faire intervenir des hypothèses sur l'origine première du langage, non plus que sur l'unité ou la pluralité originelle des langues. Pour terminer, nous dirons seulement quelques mots des rapports du langage et de la pensée. On peut dire que le langage est véritablement un produit de la pensée, car c'est celle-ci qui donne seule leur signification aux mots, lesquels sans elle ne seraient que des sons vides. D'ailleurs, l'action de la pensée ne se borne pas au vocabulaire, qui est la matière des langues, mais elle s'exerce également sur la syntaxe, qui en est la forme et dont les lois les plus générales ne sont au fond pas autre chose qu'une expression des lois mêmes de la logique. Sans la pensée, le langage ne pourrait évidemment pas exister et n'aurait d'ailleurs aucune raison d'être, puisqu'il ne peut pas avoir d'autre rôle que d'exprimer la pensée, c'est-à-dire de la traduire en signes extérieurs et sensibles. Il résulte de là que la pensée doit en elle-même être indépendante du langage, contrairement à ce qu'ont prétendu certains philosophes, d'après lesquels on ne penserait pas sans les mots et pour qui les idées générales notamment ne sont rien d'autre que les mots qui les expriment et n'ont aucune existence réelle en dehors de ces mots eux-mêmes. À propos de cette question des idées générales, nous aurons l'occasion de revenir sur cette théorie qu'on appelle le nominalisme. Mais tout en maintenant l'indépendance de la pensée envisagée dans son essence à l'égard du langage, il n'en faut pas moins reconnaître que le langage exerce sur les manifestations de la pensée une influence qui est loin d'être négligeable. La pensée se modifie en quelque façon pour devenir exprimable, et lorsqu'elle se revêt de ces formes, qui sont les mots et les phrases, elle s'y incorpore véritablement. Par conséquent, les conditions de la pensée formulée sont autres que celles de la pensée pure, à peu près de la même manière que le corps entre pour une part dans l'ensemble des conditions auxquelles est soumis un être vivant. Nous venons de marquer une distinction entre la pensée et l'idée. Il vaudrait mieux en effet, pour plus de précision, réserver le nom d'idée à ce qui est vraiment l'idée pure indépendante de toute forme et appeler pensée l'idée revêtue d'une forme, soit un mot ou un symbole sensible quelconque, ou qu'elle soit seulement une image mentale. Mais nous ne pouvons pas insister davantage sur cette distinction qu'on ne fait guère dans l'usage courant et qui, si nous voulions l'approfondir, nous entraînerait au-delà du domaine psychologique. Pour revenir au langage, nous ajouterons qu'il ne sert pas seulement à communiquer ou à transmettre la pensée, bien que ce soit là assurément son rôle le plus essentiel. Il y a là aussi un usage intérieur de la parole, qui a pour effet de fixer la pensée, de la rendre plus déterminée et aussi de l'éclaircir dans une certaine mesure. Mais si grands que soient les services que nous rend le langage, ils ne doivent jamais nous faire perdre de vue que l'homme ne pense pas parce qu'il parle, mais parle au contraire parce qu'il pense.